En me préparant. Puis j'avais les cartons rouges. Good! Hey, merci d'être là, tout le monde! On n'avait aucune idée de l'audience qui allait se joindre à nous aujourd'hui, donc on est très content de vous voir, très content de vous partager pour la première fois en Amérique du Nord cette conférence sur l'attention qu'on a décidé d'appeler, parce qu'on a un très bon sens de l'humour, « Pourquoi vous devriez porter attention à cette conférence ». Donc, mon ami et collègue Pavel et moi, on est très contents d'être là aujourd'hui. Oui, avoir su qu'il allait y avoir autant de gens, j'aurais dévalisé Bureau en gros en carton. Je me suis dit, en achetant 125, j'étais safe, mais non. On était-tu dans cette salle-là il y a 4 ans quand on avait fait la conférence? Là-bas. Non, on était là-bas. Hein. On courait après le micro, je me rappelle, les enjeux techniques. Ça fait du bien de revoir des gens en personne. Personne n'est muté, personne n'est hors caméra, personne n'utilise l'excuse pour manger. Super de vous voir en 3D. C'est un sujet qui nous a inspiré il y a quelques années, moi personnellement. Je vous partagerai d'où ça vient cette attention à moi que je porte à l'attention. Mais c'est le fun de revenir ici en personne puis vous partager ça. Je me suis mis un petit peu plus bas parce que je me suis dit comme ça on va être pareil, à la même taille. Alors, on part. On part. En fait, ce qui est fascinant, puis vous allez voir que je vais sûrement dire souvent fascinant parce que c'est un sujet qui me fascine, mais c'est que depuis plusieurs années, puis je dirais même probablement depuis au moins une bonne décennie, on fait attention à ce qu'on mange. Donc l'alimentation, c'est super important parce que c'est ce qui entre en nous, puis c'est ce qui nous constitue. Mais est-ce qu'on fait vraiment attention à ce qui entre dans notre esprit par le biais de l'attention? Parce que, ultimement, ce à quoi on porte attention, c'est ce qui nous permet de créer notre vision de la réalité. Donc, si on laisse un peu n'importe quoi entrer dans notre cerveau et créer notre réalité, ben notre réalité peut être un peu n'importe quoi. Okay? C'est le fun et pas. En fait, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites au fil des dernières années qui ont démontré que vous pourriez lire 100 différents bouquins sur l'attention. La base pour améliorer son attention, c'est de connaître le concept, donc de connaître son existence, et 2, ça va être super poche comme punch, d'être attentif. OK? Donc, aujourd'hui, c'est la base qu'on désire mettre en place avec vous. On désire tous partir ensemble et se dire « Je comprends c'est quoi l'attention et je m'engage envers mon attention. » Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous? Excellent! Vous avez reçu... Non, lui n'est pas d'accord. Il a déjà compris comment les cartons fonctionnent. Alors, vert quand ça fait du sens, rouge quand ça fait pas de sens. J'aime ça. Voilà. Donc, l'utilisation des cartons rose et vert au fil de la conférence, on vous pose des petites questions. Ceux qui ont juste des verts, vous êtes d'accord? Ceux qui ont rose, là, qui est là pour rouge et vert, vous êtes là pour participer avec nous. Donc, on se lance. Là, je ne sais pas c'est quel piton. J'essaie lui. L'autre. C'est l'autre. Lui, c'est la première personne qui a donné une définition de l'attention. Il s'appelle Leibniz. C'est ça? Philosophe allemand, 17e siècle. On définit à ce moment-là l'attention, on l'appelle comme la perception. Donc, c'est une perception qui s'accompagne de réflexion et de conscience. Déjà au 17e siècle, on a cette définition-là d'attention qui existe. Puis vous aurez deviné qu'au fil des siècles, au fil des années, il y a énormément de définitions différentes qui se sont succédées concernant l'attention. L'attention, nous, on va la définir en considérant que c'est évidemment multidimensionnel, on s'entend, l'attention peut être regardée sous plusieurs facettes différentes. Aujourd'hui, on va la définir comme un processus de sélection, de distribution des ressources et de contrôle ou de régulation du comportement. Puis là, ça a l'air super théorique ce que je vous dis là, mais vous allez comprendre, on va y revenir tout au long de la conférence. Donc, par mes différents sens, je sélectionne une information qui est devant moi. Je décide comment j'utilise mes ressources à l'intérieur, quelle énergie j'ai envie de donner pour être attentif. Puis à partir de l'information que j'ai analysée à cet effet-là, je prends action. Okay? Donc, exemple très simple, je vois au loin un arbre avec des boules rouges dedans. Je suis comme,
Ah, un arbre, on est au Québec, il y a des trucs rouges dedans, ça doit être un pommier. J'ai vu quelque chose, j'ai décidé de sélectionner l'information sans voir qu'il y avait comme un écureuil à côté, hein, parce que j'ai sélectionné le pommier avec les boules rouges. J'ai fait une petite analyse dans ma tête, très simple. Hein, je n'ai pas commencé à penser que c'était un fruit du dragon ou whatever, c'est pas rouge, là, mais whatever, fruit rouge qui ne pousse pas au Québec. Donc, j'ai pris un chemin qui était assez simple. Et à partir de là, j'ai pris action. Donc, j'ai catégorisé la chose. Puis, dans le fond, j'avais le goût de faire des tartes aux pommes. C'est parfait. Ultimement, on fait ces liens-là. Et pourquoi l'attention, c'est autant important d'en être conscient? C'est que on est des humains, puis on fonctionne sur la loi du moindre effort. Mais c'est correct. C'est super pratique, là. Par exemple, quand vient le temps de mettre son clignotant, tâche super simple pour tourner à gauche, eh bien, c'est très facile pour moi et pour plein de gens d'entre vous, mais plus difficile pour d'autres, de mettre son clignotant et tourner à gauche. La loi du moindre effort fait aussi en sorte que si je ne porte pas consciemment mon attention à ce qui se passe devant moi, je vais probablement perdre de l'information parce que mon cerveau va simplement faire les connexions qui sont le plus habituelles pour lui et me donner cette image-là en catégorisant ce qui fait le plus de sens par rapport à mon vécu. Tout au long de la conférence, vous allez voir, on va revenir au fait qu'on sélectionne, je le répète encore, on sélectionne, on utilise nos ressources, puis ensuite, on régule notre comportement à partir de ça. C'est ce qui est le processus de porter attention. Maintenant, on voudrait vous parler des bénéfices de porter attention. Pourquoi maintenant? À force de parler de la nourriture, les pommes, tarte aux pommes, nourrir son attention, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là déjà. Je commence à avoir faim. Bon, enfin, oui, là, je vois au moins une personne qui est d'accord. Pourquoi maintenant? Donc, ce qui m'a percuté le besoin de faire attention, c'était une journée en mois de novembre en 2020. C'est pas une journée particulière, c'est une journée où généralement on passe de meeting en meeting, on s'arrête pas vraiment, c'est des notifications, Facebook, Messenger. Mais le soir même, en famille, on a regardé Social Dilemma. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Social Dilemma. C'est bon, les cartons. Ouais, les cartons, oui, c'est ça. Social Dilemma, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est un film critique sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ça montre comment les outils tels que Facebook en particulier, mais pas juste Facebook, sont en train de profiter de nos façons de fonctionner, de nos façons de fonctionner neuroscientifiques, neurologiques, pour hijacker notre attention. Donc, moi, ça m'avait assez fessé. Puis, ce qu'on se rend compte là-dedans, c'est que notre attention est précieuse. Quand on est dans une économie où il y a trop d'informations, ce qui est le plus précieux, c'est l'attention que les gens portent à l'information. Donc, à la limite, c'est la seule ressource économique qui est intéressante en ce moment pour beaucoup de compagnies. Votre attention. Donc, combien de temps vous passez sur une page, combien de temps vous scrollez, combien de fois vous cliquez, ça devient littéralement précieux, ça vaut de l'or. Et le problème, c'est que face à autant de distractions, c'est très facile de se perdre. Héloïse avait mentionné la loi du moindre effort. Imaginez que je suis en train de lire un livre, parce que je trouve ça intéressant de lire le livre. Peut-être que ce livre-là m'aide à passer un examen que je suis en train de préparer. Et tout d'un coup, j'ai une notification dans ma poche. Assez facile de stopper la lecture de livre, puis de regarder la notification. Puis de fil en aiguille, de notification en notification, le livre, il prend le bord. Ça devient de plus en plus une habitude de perdre le fil. Puis plus vous acceptez ça vous-même, au niveau comportemental, plus pour vous, ça devient normal de switcher l'attention de quelque chose qui vous importe vers quelque chose qui importe à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner? Amélioration de la qualité d'expérience de vie. Héloïse mentionnait notre attention influence notre perception. Notre perception va définir comment on profite de l'instant. On augmente le bien-être individuel et collectif parce que si on est capable de focuser sur quelque chose qui tient à nous, ben on peut avoir des bénéfices qui sont des retombées positives de la capacité de porter attention.
Je ne sais pas si vous, comme moi, vous êtes en train de vous demander est-ce que l'intelligence artificielle va me remplacer cette année ou l'année prochaine? Ça, c'est une autre raison pour laquelle porter attention devient important, parce que vous pouvez développer un avantage professionnel. Là où l'intelligence artificielle est plus rapide à remplacer les choses, c'est les choses qui sont répétitives, où on n'a pas besoin de temps faire preuve de créativité. Donc, développer un avantage professionnel pour vous peut être aussi comme une retombée positive de faire attention. Et, quelque part, réduction du stress vécu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous passez du temps à passer d'un sujet à l'autre tout le temps. À la fin de la journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait et on est stressé parce qu'on était supposé faire quelque chose. Donc, apprendre à maîtriser son attention va aussi permettre de réduire votre stress vécu. Et pour vous aider à apprendre à faire attention, on va différencier différents niveaux d'attention. Puis pour ceux que ça intéresse, James Williams est un ancien de Google qui avait fondé une fondation qui regarde l'éthique du design des outils comme les outils auxquels vous faites face sur votre téléphone. Et lui, il a introduit 3 niveaux d'attention. On a rajouté un 4e niveau parce qu'on se trouvait inspiré. Là, pourquoi s'arrêter à 3? Le premier niveau d'attention qu'on a ajouté, puis peut-être un petit message avant qu'on passe à ça, c'est que si vous ne gérez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Inévitablement. Inévitablement. Est-ce que vous avez déjà l'impression d'être géré par votre boîte mail, par vos messages Teams? Ah, Teams est vraiment bon. Donc, quelque part, si vous ne revenez pas à la maîtrise de votre information va être gérée, votre attention va être gérée par quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça va être aligné sur ce que vous souhaitez faire ou sur autre objectif? Ça, c'est encore débattable. Alors, quand on pense à attention, on pense surtout lampe Pixar. La première fois que j'ai entendu parler de l'attention, j'ai pensé au logo Pixar. Vous voyez la petite lampe qui fait toum, 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 puis se retourne, puis vous regarde en face. Le spotlight. Spotlight, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous nous regardez, vous êtes ici et maintenant, vous découvrez la conférence, vous apprenez. C'est votre niveau de focus immédiat. C'est très volatile, le spotlight. Là, vous faites preuve de bienséance. Là. Vous avez pas commencé à sortir vos téléphones. Mais pas encore. Je sais, Marc-André, donne-moi 3 minutes, c'est dit. Hein. Mais c'est très volatile, hein, le spotlight. Hein. Et mon grand, il a 11 ans, et j'ai l'impression qu'il est plus capable de faire 2 choses à la fois. Ça lui prend 3 choses à la fois qu'il fait. C'est même plus une chose à la fois, c'est que ça lui prend 3 choses à la fois qu'il doit être en train de faire. Il doit être en train de lire quelque chose, il doit être en train d'écrire quelque chose et de regarder quelque chose en même temps. Je ne sais pas comment il a développé cette perception ou ce comportement-là, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus volatile, cette capacité d'être ici et maintenant. Menacé d'y disparaître, on a déjà mentionné que quand ça devient une habitude d'être distrait, de passer d'un sujet à l'autre, à un moment donné, pour vous, c'est juste la routine. Et quand quelque chose devient routinier, on n'y fait plus attention. Mon Dieu, on est tellement dans les jeux de mots poches, Héloïse. Ils vont s'en aller avant la fin de la conférence et on continue. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous avez reconnu que c'est un enjeu et que vous avez envie de faire quelque chose, ça s'entraîne et ça se pratique. Et là, je vais laisser Héloïse reprendre la zapette pour nous parler de comment vous pouvez le pratiquer. Oui, ça me fait plaisir de vous parler de ça parce que, encore une fois, on est loin des bouquins, là, il n'y a pas de truc miracle. Toutefois, la méditation. Honnêtement, pour pratiquer son spotlight, juste le fait de se créer une habitude, la méditation concentrée sur un objet, c'est quelque chose qui peut nous aider. Juste le fait de, par exemple, décider de s'asseoir et de regarder une chandelle, puis chaque fois que notre attention s'en va ailleurs, on dit « Hey, non, c'est vrai, je regarde la chandelle ». Ça nous fait pratiquer à ramener notre attention, pour être conscient quand notre attention s'en va, ou va vers autre chose. Donc, la méditation concentrée sur un objet peut être un bon truc pour aider. Ce n'est pas miraculeux, ça demande une discipline si on veut conserver une pratique de méditation à long terme. Toutefois, une de mes enseignantes de méditation a déjà dit, si vous n'avez pas 30 minutes pour méditer par jour,
vous allez devoir prendre 1 heure. Fait que c'est un peu l'idée. OK. Un autre point en termes de spotlight qui est super intéressant, est-ce que à Carton Levé, vous avez déjà entendu parler de l'expérience optimale ou l'état de flow? Wow! Nice! OK, donc l'état optimal ou l'état de flow, concept développé par Mihaly Csikszentmihalyi, je l'ai dit comme il faut. C'est le fait d'être entièrement absorbé par ce qu'on est en train de faire. Okay? Donc, on est entièrement attentif dans le moment présent. On peut penser, par exemple, à un athlète d'escalade qui est en montagne et là, doit rejoindre la voie en haut, doit mettre ses prises, etc. Écoute, il ne va pas penser à ce qu'il va manger pour souper. Là, t'sais. Il va penser à mettre ses prises à la bonne place et à monter. Ou encore, on peut penser à un artiste peintre qui est devant sa toile, entièrement absorbé par sa création. Il ne voit pas le temps passer, il fait noir, il va aller prendre son petit verre de vin, mais pendant tout ce temps-là, il a été dans cet état-là qui est l'état optimal. Donc ça, c'est un état de concentration dans le moment présent qui existe et qui peut aussi, si vous trouvez là, cette activité-là qui vous met dans le flow, qui peut vous aider à développer votre capacité à être attentif au moment présent. Autre concept, autre exemple qui est présent dans notre quotidien et même très présent au niveau professionnel. Encore une fois, Carton Levé, connaissez-vous le concept d'agilité émotionnelle? Un peu plus que le flow. Un peu, mais quand même. L'agilité émotionnelle, très bon bouquin qui a été écrit par Susan David à cet effet-là, qui se lit très bien vulgarisé. C'est le fait de reconnaître en soi et chez les autres les émotions qui sont vécues dans le moment présent, de prendre un temps d'arrêt pour observer ces émotions-là et accueillir l'information qu'ils nous donnent, et choisir d'agir en conséquence avec cette information-là vers l'atteinte de notre objectif. Exemple. Je suis en rencontre et là, Émile, hey, ça ne fonctionne pas, Héloïse, on ne peut pas faire ça de cette façon-là, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, au lieu de me fâcher contre Émile et de dire, ben voyons, Émile, comment ça, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis? Au lieu de réagir immédiatement à lui, son émotion, qui l'a un peu submergé, je prends un temps de pause, je prends un temps d'arrêt, je me dis, all right, oh, Émile a réagi. Moi aussi, ça me fait réagir parce que moi, je pensais que mon idée était bonne. Puis, je pense vraiment que ça va nous aider à se rapprocher de notre objectif d'équipe qui est de s'améliorer dans notre méthode de travail. Donc là où j'applique l'agilité émotionnelle, je reconnais l'émotion de l'autre, sa réaction. Je reconnais ma réaction, mon émotion. Je prends une pause. Puis ensuite, je me dis, c'est quoi notre objectif là? Je ne vais pas péter une coche après Émile. Hein? Je vais répondre à Émile, « Oh, donc pour toi, ce ne serait pas la bonne façon de faire. » Et là, ensemble, on avance vers un objectif qui est vraiment notre objectif commun. Donc, l'agilité émotionnelle, c'est appliquer directement le concept là, de la définition qu'on a donnée. Je sélectionne l'information qui est importante, non pas avec la loi du moindre effort, non pas en répondant immédiatement, ce qui serait super facile, mais en remarquant quelle est l'information qui est disponible en termes émotionnels, en utilisant une bonne quantité d'énergie pour ne pas répondre tout de suite, et en choisissant de réguler mon comportement vers l'atteinte d'un objectif réel. Et puis c'est là qu'on s'en va vers un autre niveau d'attention, parce qu'il y a le moment présent, mais il y a aussi pourquoi je prends ces décisions-là dans le moment présent vers les objectifs. Ça vaut la peine de savoir sur quoi on se concentre, mais pour ça, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi qui va nous canaliser nos efforts vers un objectif plus grand. Puis, c'est Starlight, c'est un concept qu'on introduit qui va guider le spotlight. Donc, les actions présentes, vous avez envie qu'ils soient alignés vers un objectif. Héloïse mentionnait l'objectif d'équipe qui va nous permettre d'ancrer. Les objectifs, c'est ce qui est requis pour plusieurs choses. On est une espèce drivée par les objectifs. Maintenant qu'on les atteigne ou pas, ce n'est pas important. On pourrait avoir cette conversation pendant une des pauses, à quel point les objectifs sont là surtout pour canaliser les actions et focuser, pas nécessairement pour être atteints. Mais sans les objectifs, c'est très difficile d'avoir une loupe de feedback actionnable pour savoir si on a bien fait quelque chose ou pas. Donc, l'expérience optimale, l'état du flow qu'Héloïse mentionne que pour être dans un état du flow, il faut qu'on ait un objectif. Cet objectif peut être
justement atteindre la falaise, se dépasser le temps de monter, si tu parles de l'escalade, mais ça prend un objectif pour s'accomplir. Ces objectifs peuvent être de nature diverse, peut avoir autant l'objectif qu'on vient d'atteindre, en tout cas je n'ai pas encore validé si on vient d'atteindre, mais ma fille vient d'avoir 9 ans. On a organisé sa fête, puis ça a pris beaucoup d'efforts pour canaliser notre attention pour faire sa fête, parce qu'elle voulait une Christie de Piñata Totoro. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Totoro. Vous savez? Ouais, ok. Je vois des gens que vous savez c'est quoi Totoro. Il y a plus que ça, c'est quoi? Ça s'achète pas dans les commerces, les Piñata Totoro. Donc, il fallait trouver en ligne une recette pour comment faire la piñata artisanale. Il fallait prendre un dessin de Totoro, il fallait faire ça le soir quand elle était déjà couchée. Donc, ça prenait beaucoup d'efforts familiaux pour faire la foutue piñata Totoro. Tout ça pour qu'elle soit éclatée en 3 coups de bâton. Mais c'est juste un exemple. Ça, c'est un objectif. Hein. On aurait eu beaucoup plus du mal à l'atteindre si en même temps on essayait de regarder la dernière série sur Netflix ou scroller sur les publications de qu'est-ce que les gens ont mangé le matin. Donc c'est juste un exemple de Starlight collectif, familial en l'occurrence, pour atteindre un objectif à court terme. Ça peut être à plus long terme, vous avez envie de passer plus de temps en famille, vous avez envie de réussir un examen, vous avez envie d'apprendre une langue. Ça prend un objectif à plus long terme pour faire des actions pour s'accomplir. Et à ce sujet-là, on va les faire jaser, je pense, à ce moment-là. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on jase, nous deux. Puis, vous êtes peut-être déjà en train de vous assoupir, fait qu'on va vous réengager un petit peu. Discuter un petit peu des objectifs qui guident votre attention en ce moment. C'est quoi que vous cherchez à accomplir? Prenez votre voisin ou voisine de droite ou de gauche, mettez-vous par petits groupes pour parler des objectifs qui vous guident. Mais Enfin, l'objectif de la discussion, c'est que la personne qui reçoit l'information puisse porter attention à son attention. Okay? Donc, remarquez qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant que l'autre personne est en train de vous dire quels sont ses objectifs. Puis, on vous donne comme 1 minute et demie, là, fait que j'espère que vous n'avez pas trop d'objectifs. Et on revient en groupe après. OK? Ça part. Let's go. Ben, check, bien. Post-exercice, on est à 22, fait que on est... aussi longtemps. Non. On va, en fait, on va pas débriefer, on va juste leur faire lever. Quelque chose à voir. Ah, mais j'ai de l'eau, là. Ouais. Quoi? J'ai rien à dire. Ça va bien? J'ai une feuille verte pour ramener à la fin de la discussion. OK. T'as une feuille rouge, on pourrait lever la main avec la feuille pour finir l'exercice. Ah, ben, juste lever. Ouais, c'est ça. Oui. On lève la main? Toi, tu prends ton carton? All right. Et ça prend plus de temps qu'avant la COVID. Hein? Non, c'est même pas vrai. Good, puis ça a bien été.
Qui d'entre vous avait été attentif en tout temps? C'est quand même bon. C'est quand même bon. En fait, c'est normal, là, vous allez voir, on continue de vous amener des concepts super intéressants. C'est normal de ne pas être entièrement attentif en tout temps. Je veux quand même vous amener un petit truc. Un petit truc. Il faut toujours un petit truc. C'est le moment. Ça s'appelle la méthode ABC. Okay? Donc, quand on veut être attentif à quelque chose, peu importe ce qu'on fait, on est en train de travailler. Puis, ABC pour Acknowledge, Breathe, Choose. Okay? Donc, je prends conscience qu'il y a une diversion, là. Il y a quelque chose qui vient chercher mon attention autre que mon objectif principal. Je prends une respiration, puis je choisis. Est-ce que je veux vraiment aller voir sur Facebook parce que je sais très bien ce qui va se passer? Ou je décide de continuer à travailler sur quoi j'étais en train de travailler? ABC, Acknowledge, Breathe, Choose. Puis, rappelez-vous, là, posez-vous la question, à la fin de la journée, qui votre attention a-t-elle le plus bénéficié? Honnêtement, c'est frappant, là, tu sais. Mettons qu'on se pose la question, là. Est-ce que c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, que j'ai fait des choses dans mes objectifs? Est-ce que je peux faire un rapide test? Parce qu'à Varsovie, personne n'avait cet objectif-là. Qui d'entre vous, quand il se lève le matin, a l'objectif de passer le plus de temps à regarder Facebook? Personne? OK. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant, aujourd'hui, je m'assure de passer tout mon temps sur Facebook. Le plus souvent Instagram, possible. Snapchat ou whatever. Et c'est ça l'enjeu, parce que les objectifs de ces compagnies, c'est un petit peu ces objectifs-là, quand je mentionne, passer le plus de temps à utiliser le produit, cliquer, inviter des amis. Donc, à la fin de la journée, est-ce que vos efforts ont bénéficié leur objectif ou les vôtres? Ah non, mais le plus grand compétiteur de Netflix? Ah oui, c'est ça. Savez-vous, c'est qui le plus grand compétiteur de Netflix selon Reed Hastings? Oui? Le sommeil, exactement. Ils sont super bons avec leur objectif, là! Oui, le plus grand compétiteur de Netflix, c'est le sommeil, à côté de YouTube. Mais c'est rendu fou à quel point votre attention est précieuse, que même le sommeil commence à devenir le compétiteur. Alors, comment est-ce qu'on sait quel objectif choisir? Ça nous prend ce qu'on appelle le 3e niveau d'attention, le daylight en bon français. Donc, le daylight, c'est être capable de faire du sens de soi-même. C'est votre capacité d'être conscient de vous dans votre environnement immédiat et de choisir des bons objectifs pour canaliser nos efforts. Pas facile. Pas facile parce que quand on passe la journée passant d'une réunion à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une équipe à l'autre, et que le soir, comme on est crevé, on passe le temps de suivre qu'est-ce qui se passe, de laisser YouTube juste jouer jusqu'à ce qu'on soit trop crevé pour faire quoi que ce soit, à un moment donné, ça commence à être de plus en plus difficile de se donner du sens à soi-même. C'est difficile de se donner du sens à soi-même quand on n'y met pas du temps. Et le danger ultime, c'est ce qu'on appelle la décohérence. La décohérence, c'est quand vous faites tellement plus du sens à vous-même que ça commence à être difficile de se représenter vous-même dans votre environnement. Je connais des gens qui sont assez proches de ça. De ne plus être capable de se faire du sens à soi-même. Qu'est-ce que je fais ici? À quoi est-ce que je sers? À quoi est-ce que je contribue? Donc, pour ça, on a besoin d'un espace mental qu'on doit se créer. On n'avait pas nécessairement besoin de cet espace mental qu'on n'avait pas autant de distractions dans la poche. Maintenant, on doit quasiment se forger cet espace mental et personnel pour se faire du sens de soi-même. Et pour ça, la découverte de l'année, oh my God, ça a changé ma vie, là. Le mind wandering. En fait, on va s'entendre, là, c'est pas possible dans une journée d'être 100% concentré à faire exactement ce qu'on veut faire en tout temps, là. Puis il y a une raison à ça, c'est le mind wandering.
il a été prouvé là, par différentes études. Là, fait que c'est entre 30 à 47 % du temps, selon l'étude, qui démontre qu'on est dans cet état-là de mind wandering, qui comprend un peu le fait de rêvasser, nos pensées incessantes, là, la suite de pensées, là, tout ce qui se passe dans notre tête, ainsi que la rumination également. On pourrait peut-être féliciter ceux d'entre vous qui avaient mis le carton rouge en disant que vous n'avez pas porté attention tout le temps. Votre cerveau a vagabondé probablement pendant des microsecondes sans que vous en rendiez compte. Peut-être que ça a été tellement court que vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes rattrapé vous-même parce qu'on vous a demandé juste 2 minutes. Plus de temps se concentre, plus des chances de vagabonder sont nombreuses. Et ça prend plus d'efforts pour se rattraper. Donc ne vous en voulez pas quand votre cerveau part sur une tangente. Mais non, vraiment pas. Puis en plus, ce que je disais, c'est que c'est merveilleux le mind wandering. Moi, je suis souvent en mind wandering, puis je pensais que c'était pas correct. Mais ultimement, puis probablement, vous avez déjà, tu sais, on ne considère pas le mind wandering comme étant constructif en général. Okay? On s'entend un petit garçon, une petite fille qui daydream là, pendant son cours, il fait autre chose, pouf. On va lui dire, non, il faut que tu sois attentif, il faut que tu écoutes, on est à l'école, écoute. Mais la réalité, puis ce qui est extraordinaire, c'est que le mind wandering nous permet de faire du sens. C'est ce qui nous permet de faire les connexions entre la masse d'informations qu'on acquiert dans une journée. Donc, c'est un peu comme dire, c'est un peu comme notre intégration. Excusez, là, dans mon projet, on fait des intégrations. Fait que là, je suis comme... c'est un peu comme dire, on fait l'intégration de toute l'information qu'on a eue dans une journée. C'est le moment où notre cerveau, un peu de façon inconsciente, fait des liens. Puis, évidemment, il y a des conditions gagnantes qui peuvent être mises en place pour avoir un mind wandering qui est constructif et positif. Je parlais de rumination tout à l'heure. Évidemment, c'est pas vrai. On est mieux de ruminer 30 minutes dédiées dans une journée que de ruminer pendant 24 heures. Hein, ça, on est d'accord. Toutefois, si on sait qu'on a besoin de prendre l'espace dans notre journée, qu'on a une grosse journée, on est mieux de se planifier un temps de mind wandering et de poser les conditions gagnantes pour qu'il soit vraiment productif, disons. Okay? Donc, prendre conscience de son état d'esprit quand on arrive dans un temps de mind wandering. Si j'arrive, puis justement, je ressasse des pensées qui sont super négatives, mind wandering ne sera pas super constructif. Donc, je peux, pour me mettre dans un état d'esprit positif, soit revenir sur un défi sur lequel je dois trouver une solution, ou encore, si je suis un peu plus dans la légèreté, peut-être lire un paragraphe d'un bouquin qui m'a inspiré, puis qui me ferait du bien, là, de juste laisser mes pensées aller là-dessus. Puis ensuite, le contexte environnemental aussi qui va nous aider, c'est-à-dire on a beaucoup plus de chances d'être dans un mind wandering positif et constructif si on est en train de marcher sur le bord du fleuve avec la petite brise, le vent. Donc, on choisit quand même le contexte environnemental pour ce faire. À cet effet, si le mind wandering nous permet de créer du sens, donc d'intégrer toute l'information grâce à l'espace qu'on lui donne, c'est un peu donc de dire que par cette conscience de soi, on se rapproche de la cohérence avec nous-mêmes, on se rapproche de nos objectifs, on se rapproche de la prise de décision qui nous ressemble, donc on vit plus en cohérence avec nos valeurs. Et là, ce lien-là vers les valeurs nous amène au dernier type d'attention qui est un autre niveau. Hey, j'avais pas cliqué rien, hein? Pourtant, tu t'es fait des rappels, hein? Clic. Mais c'est clic sur mes cartons. C'est pas grave. Il y en a qui suivent ici. C'est le 4e niveau qu'on a ajouté par rapport à ce que James Williams propose. On appelle ça Collective Light. Collective Light, c'est ce qui est important et urgent pour nous. Le nous peut être défini de façon différente. Là, j'ai donné un exemple de nous familial qui cherchait à faire réussir une fête à notre fille. Ça peut être le nous mondial, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la montée d'intelligence artificielle. Il y a des éléments qui sont des défis qui prennent un focus et une attention collective. Alors, on dit tout seul on va plus vite, plusieurs on va plus loin. Il y a des choses que même si on est Elon Musk, on n'est pas capable de changer une personne. Donc c'est là le défi de trouver des défis qui vont nous amener ensemble collectivement pour faire quelque chose par rapport à ça. C'est pas impossible.
c'est pas impossible. Puis un exemple, je ne sais pas si qui d'entre vous avait lu The Code Breaker, le livre de Walter Isaacson, biographie de Jennifer Doudna et... non? Oui. Inquiétez-vous pas, là, je pense. Cool. Je suis content. C'est pas un livre super connu. Il a été publié en 2020 ou 2021. Ça explore comment la recherche ARN a été menée. Donc le messager génétique qui a été utilisé dans le contexte du développement du vaccin contre la Covid. Et c'était assez intéressant de voir comment la communauté scientifique s'était ralliée tout en étant un petit peu à contre-courant des différentes pratiques qui sont communes dans ce domaine-là, parce que le défi collectif était tellement grand que ça prenait quelque chose d'exceptionnel comme focus. Là-dessus, on a essayé de distiller les quelques éléments qui ont contribué. Les valeurs partagées. Bon, on reconnaît tous ensemble à quel point c'est important de faire face à ça. L'urgence partagée aussi. C'était le défi le plus urgent pour différentes raisons. On ne va pas polémiquer est-ce que c'était correct ou pas correct. On n'est pas là pour ça. Mais on avait ce sens d'urgence partagée. Sécurité psychologique. Vous êtes probablement familier avec le concept. Oui, non? Oui? Ok, celui-là commence à être de plus en plus populaire dans les conférences. La sécurité psychologique, c'est quand je n'ai pas peur de comment va être perçu ce que je dis et comment ça va m'impacter mes relations à l'avenir. Donc c'est quand vous vous sentez à l'aise de partager quelque chose qui est important pour vous sans avoir peur des conséquences. La masse critique, ça prend un ensemble de personnes pour le faire. Les révolutions ne sont pas gagnées par 100% de la population, mais ça prend 3-4% assez motivés pour faire une révolution. Donc, pour une masse critique d'acteurs et la libre circulation d'informations sont des facteurs aidants. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider à nous mettre dans les conditions pour qu'on soit plus ouvert à Collective Light? Hey, tu gossante, elle va encore parler de méditation. En fait, c'est reconnu là, que les liens sociaux, on parle de Collective Light, mais les liens sociaux, c'est un besoin fondamental de l'homme. Okay? Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que c'est bon pour notre santé physique et notre santé mentale. Puis là, on est un peu dans une société individualiste, où les gens cultivent énormément de méfiance envers les inconnus, autrui. Puis la bonne nouvelle, j'ai cliqué trop vite, là, oui, je pense. Ah. La bonne nouvelle, c'est qu'une étude a démontré que, ça va être extraordinaire, avec une seule séance de méditation de 7 minutes sur l'amour bienveillant, Loving Kindness Meditation, on arrive à faire augmenter le sentiment d'appartenance considérablement chez les méditants. On arrive aussi à augmenter les attitudes de bienveillance et donc de diminuer la méfiance envers autrui. 7 minutes. Honnêtement, vous l'essayerez, là, Loving Kindness Meditation, les meilleurs sont de Jack Kornfield, comme champ de maïs, là. Mais avec un K, OK? Donc, vous irez les essayer. Honnêtement, vous le sentez immédiatement, ça fait vraiment du bien. Méditation sur l'amour bienveillant. On n'a pas d'Internet. Il n'y a pas Internet? Non. J'ai chié un peu. Okay. Oh, excusez, j'ai oublié que j'étais pas sur mute. On avait une petite vidéo pour vous, pour tester votre attention, mais là, l'absence d'Internet vont faire en sorte qu'on ne pourra pas le faire. Mais si vous êtes intéressé, recherchez Selective Attention Test. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. C'est vraiment bien. Hein. Vous allez être capable de voir à quel point non, mais cherchez pas maintenant. Ne cherchez pas maintenant. Vous allez avoir accès à la biographie. D'ailleurs, la biographie, elle est en police 10 tellement on avait de sources pour bâtir la conférence. Mais il fait partie des vidéos qui sont dans la biographie. Selective Attention Test. C'est une étude psychologique qui avait permis de montrer à quel point notre attention peut être sélective et parfois ne pas voir des choses. Alors, en conclusion, madame. Oui, et maintenant... c'est déjà tout est déjà cliqué. Tout est déjà là. Tu as oublié de cliquer. OK, on se rappelle là, une dernière fois parce qu'on se rappelle que pour être plus attentif, il faut comprendre l'attention, il faut en être conscient, il faut décider d'être attentif. Donc, on sélectionne l'information,
On décide quelle énergie on y met, puis on choisit comment on agit. Okay? Puis, ultimement, là, le fait d'être attentif, c'est le fait de passer d'un état d'esprit qui est instable à un état d'esprit qui est stable, qui nous permet de réguler, de contrôler notre comportement et donc qui augmente notre sentiment de paix intérieure. C'est apaisant, hein? Puis, ultimement, là, si vous y pensez, là, si vous êtes incapable de maintenir votre attention sur quelque chose, peu importe la qualité, la compétence que vous désirez développer, ça ne sera pas possible. Okay? On a besoin d'attention pour développer une qualité, pour développer une compétence. C'est indispensable. Votre attention, c'est littéralement la perception que vous avez de votre vie. Ce à quoi vous portez votre attention, c'est ce qui existe. Okay? C'est la seule chose. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'entendre parler de quelque chose pour la première fois, puis ensuite, vous en entendez parler partout, vous le voyez partout, parce que ça n'existait pas avant dans notre mental, mais ça existait. Okay? Puis autre chose que j'aimerais que vous reteniez, le besoin d'espace. Que ce soit en agilité émotionnelle où on a besoin d'espace entre la réception, la sélection de l'information et le comportement, ou que ce soit dans notre fabuleux mind wandering où on se donne l'espace pour intégrer l'information. On a besoin d'espace et ça va avoir un effet direct, un impact direct sur votre sensation de stress. Comment vous vivez le stress au quotidien? Donnons-nous l'espace. La science fait quand même des progrès assez incroyables. Hein. Récemment, j'ai vu un TED Talk d'une neuroscientifique qui disait qu'elle travaille dans le domaine le plus passionnant qu'il y a en ce moment. Les progrès en neurosciences sont assez spectaculaires. Si vous vous intéressez un petit peu, on est à des années-lumière de ce qu'on était il y a 10 ans pour comprendre comment notre cerveau fonctionne. Puis une des choses que j'ai lues récemment au sujet de l'expérience consciente, c'est comment notre cerveau interprète les données qu'il reçoit via les différents mécanismes pour générer de l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc on parlait d'augmenter la qualité d'expérience. C'est que notre cerveau, c'est comme un mécanisme prédictif. Je ne sais pas si vous connaissez le mot prédictif. Il essaye de prédire qu'est-ce qui va se passer basé sur des informations de base. Il n'essaye pas de comprendre toutes les feuilles où elles sont placées sur les arbres alentours avant de donner une image. Mais il regarde rapidement, puis il projette un modèle mental qui prédit, basé sur votre connaissance, basé sur votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous voyez en ce moment. Et étant donné que ce modèle est basé sur ce à quoi vous avez porté attention, mais de facto, ce à quoi vous avez porté attention influence le plus votre expérience de vie. Donc, si on avait à résumer un petit peu ce qui était le résumé du livre Wrapped. Qui on est, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous aimons, est la somme de ce à quoi on porte attention. Boum! Et si vous voulez en savoir plus... Oui, ouais, on a un petit défi avec ça. Quand on se donne de l'espace pour progresser en direction des objectifs, des fois le travers, c'est qu'on finit par lire beaucoup trop de livres. Mais si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a beaucoup de ces livres-là qui canalisent sur un aspect d'attention en particulier. On avait mentionné certains d'entre eux assez brièvement. Le Mind Wandering, le livre de Moshe Bar, c'est un livre de cette année qui notamment explore comment le mind wandering peut bénéficier de la créativité. Comment le mind wandering peut bénéficier aussi de la solution des problèmes. C'est des pures lectures de bonheur. Hey, il nous resterait comme 3-4 minutes pour des questions. Est-ce que vous êtes heureux, là, carton? Ouais. On vous voit votre face si vous dites non. Okay. Hey, merci, full, pour la première nord-américaine. Puis, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... là, en plus, je sais, on est en compétition avec le dîner. Là. Fait que est-ce qu'il y a comme une ou... Vas-y, mon homme. Vous nous avez tous convaincus. Comment on fait pour convaincre les autres? Parce que c'est difficile à dire. Sois heureux, embarque avec nous, prends le temps de méditer. L'avez-vous entendu? Elle n'est pas sa question, hein?
Hey, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est ça un peu pour tout. Hein. Du moment qu'on prend conscience de quelque chose, puis il y a quelque chose qui devient important pour nous, on se dit, OK, moi, c'est correct, mais mettons qu'il n'y a personne d'autre qui embarque, je fais quoi? Puis je te dirais, essaye la méditation sur l'amour bienveillant. Non, mais ultimement, juste le fait d'être en mesure de percevoir que c'est pas tout le monde qui accorde la même importance aux mêmes choses, puis d'un peu de laisser aller cette sensation-là que juste moi, ça fera pas la différence, je pense que c'est une clé. Ouais. C'est vrai que c'est pas la question qui est poche, c'est la réponse. Peut-être un petit élément avant que Marc-André nous pose une colle. Le défi, c'est ça dépend pas juste de nous ici, en fait. Et ça, c'est un des éléments que malgré beaucoup de choses que vous pouvez faire au niveau individuel, ça prend aussi une action collective pour qu'on soit capable de changer quelque chose. Donc, c'est là que je vous invite à faire de la différence, vous pouvez faire la différence, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau organisationnel, parce que ça prend quelque chose de plus collectif que juste individuel. On ne changera pas la façon dont les médias sociaux fonctionnent juste en mettant quelques disciplines à notre niveau. Et croire que ça va diamétralement changer notre vie juste avec nos actions, c'est un peu de l'optimisme assez cruel. On peut changer déjà beaucoup à notre niveau, mais ça prend beaucoup plus que juste ça. Donc c'est là que j'aime bien la question qui est invitée à comment on intègre d'autres personnes. Let's go! Je ne vous poserai pas de colle, vous inquiétez pas. Je voulais juste peut-être partager une expérience que j'ai vécue dans mon entreprise. Nous autres, on a intégré un genre de processus de centration. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Souvent, on commence un meeting, tout le monde est énervé, tout le monde pense à d'autres choses, ils pensent à leur journée. Puis on se dit, OK, on prend 1 minute, tout le monde ferme les yeux, on prend 3 grandes respirations. Puis là, après ça, on a vu le niveau d'énergie, le niveau de concentration de tout le monde là-dessus. Puis après, ils nous en reparlaient. Ils disaient, hey, on peut-tu en refaire? Ou tu sais, des fois, amener des principes de yoga, là, vous sentez votre oxygène. Ouais. Puis les gens trouvaient ça un peu psychédélique au début, mais ils nous en reparlent, ils trouvent ça le fun. Puis tu sais, c'est juste un petit truc, c'est 1 minute dans un meeting qui faisait toute la différence après. Fait que moi, je trouve que c'est une façon d'amener d'autres personnes aussi à utiliser des pratiques de méditation là, sans trop de contraintes. J'aimerais ça rajouter parce que en fait, c'est un excellent point, puis c'est un principe qu'on peut appliquer dans nos vies personnelles aussi. Fait qu'on peut l'appliquer au travail d'équipe, puis on peut aussi se choisir. Là, le trigger, c'est le début de la rencontre. Au début de la rencontre, on prend un temps d'arrêt. Ça peut aussi être à chaque fois que je traverse un cadre de porte. Ça peut aussi être à toutes les fois que je m'assois à ma chaise de bureau, je prends 3 bonnes respirations avant de commencer. Fait que le fait d'avoir un moment clé comme ça où on prend le temps de recentrer notre attention peut s'appliquer à peu importe le trigger qu'on choisit. Effectivement, merci pour le partage. Ils entrent enfin. Hein. Ben, c'est tout à fait normal. Puis on s'était dit, on va finir avant, comme ça, ils vont arriver avant. T'sais? Fait que, est-ce qu'on part comme ça, puis vous venez nous parler plus tard, mettons? Oui? Good! Hey, merci! Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre présence. Hey, je t'ai pas fait mal? Non, ça va.